en direct à LCN. Mario Dumont disait ce matin, dans les négociations, quand ça ne joue pas de la trompette dans les médias, c'est bon signe. Bien, non seulement ça joue de la trompette, mais il y a beaucoup de fausses notes. C'est l'heure de notre joute des analystes avec Emmanuel, Paul et Mario. Bonsoir, vous trois. Bonsoir. Elle était bonne, Mario, elle était bonne. Oui, elle était bonne. L'homme orchestre. Oui, il fallait la reprendre. Alors, on vient de l'entendre, hein, le premier ministre, en tout début de bulletin. Alors, pour notre bénéfice à tous, réécoutons-le. J'ai vu que la FAE a dit hier aussi que ça avançait bien. Ce que je vous dis, c'est que ça avance bien. J'ai bon espoir que les écoles vont pouvoir ouvrir lundi. Donc, moi, j'ai confiance. Bon, alors il répète ce qu'il a dit ce matin, qui a été contredit par la FAE. Alors, pas question de loi spéciale, c'est ce qu'on a appris aussi, mais il n'y a pas l'intention de plier, Emmanuel. Non, le gouvernement, on le comprend, ne veut pas de loi spéciale parce qu'il ne veut pas donner aux syndicats le beau jeu de continuer à blâmer le gouvernement pour tout ce qui va mal dans le réseau de la santé et dans l'éducation. Donc, pour ça, ça prend une entente où tout le monde est d'accord que c'est la voie à suivre. En même temps, à l'heure où on est, avec la colère qui gronde chez les parents, ce serait tentant, puis qu'on voit M. Legault dire oh, une entente s'en vient, il serait tentant de se dire peut-être que le gouvernement aussi est tanné puis qu'il va acheter la paix, là, dire OK, on règle, là, on n'est plus capable. Ce n'est pas le message que moi j'entends. Le gouvernement tient à obtenir des aménagements. La souplesse dont on parle, elle est vue comme étant essentielle et on va aller jusqu'au bout pour l'obtenir. Pourquoi? Parce que le gouvernement se dit que sans ces éléments-là dans les nouvelles conventions collectives, bien, ça va devenir quasi impossible de mener à bien les réformes que le ministre Dubé et que le ministre Drainville ont mis en œuvre et sur lesquels ils ont travaillé toute l'année dernière. Oui. M. Legault a parlé donc 2 fois plutôt qu'une d'un retour en classe lundi. La FAE a remis aussitôt les pendules à l'heure. Regardez ce dessin là, de montagne russe qui exprime un petit peu le sentiment général des leaders syndicaux. Alors, comment on peut interpréter ça? Mario, de la part du premier ministre, là, ce qu'il dit aujourd'hui, un excès de jovialisme, un geste calculé. Certains se posent la question, est-ce que M. Legault se tire dans le pied avec ses déclarations qui sont douteuses jour après jour, qui mettent de l'huile sur le feu? En tout cas, il ne faut pas créer de faux espoirs. Là. Les gens sont tellement à bout. Moi, sincèrement, aujourd'hui, là, je regardais ça, puis je l'ai vécu en direct, parce que moi, j'ai commencé mon émission, là, on présentait les propos de M. Legault, il venait de les dire, créant l'espoir, puis là, 45 minutes après, douche d'eau froide, la FAE, qui disent pas ça pantoute, laissons-nous pas berner, laisse entendre qu'on est loin d'une entente. Je veux dire, je me disais, le parent moyen là, doit avoir un sentiment, doit quasiment avoir le goût de mettre le syndicat puis le premier ministre dans le même sac, puis brasser, puis dire... vous nous comprenez pas, là. Êtes-vous sérieux? C'est nos enfants qui sont en cause. Je pense qu'il y a un sentiment. Là, comment ça fait qu'il y en a un qui dit une chose, l'autre dit l'autre? On ne sait pas ce qui se passe aux tables de négociation. Et les parents, sincèrement, sont un peu à bout. Puis à un moment donné, c'est comme syndicat, gouvernement, tout ensemble dans le même sac. Êtes-vous sérieux? Comprenez-vous la gravité de ce qui se joue en parallèle, là, pendant que vous autres, vous êtes supposément à des tables de négociation où on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si ça travaille sérieusement. Nous autres, on est à bout, là, au bout du bout. Ouais, Paul, il y a la FIC aussi là, qui est en grève. Et bon, M. Legault l'a dit, c'est pas facile, là, les négociations en santé. Et ça n'a pas pris de temps que la FIC a dit que le premier ministre mettait de l'huile sur le feu. C'est clair que toute l'attention en ce moment est dans le réseau scolaire. On le comprend, là, parce que c'est la grève générale illimitée de la FAE et l'année scolaire des enfants, chaque jour qui passe, commence à être drôlement plombée. Mais il ne faut pas aussi perdre de vue ce qui se passe dans le réseau de la santé. Ce qu'on entend de partout, évidemment, c'est un réseau, faut-il le rappeler, qui fonctionne tellement mal, qui est complètement débordé, qui est brisé à certains moments. Et là, arrive par-dessus tout ça les 4 jours de débrayage de la FIC. Et là, tout le monde qui travaille dans le réseau de la santé vont vous le dire, l'effet cumulatif qu'ajoute ce débrayage de la FIC fait en sorte qu'on est, encore une fois, pas très loin d'un point de rupture dans certains hôpitaux. Ouais. Donc, on va se retrouver, parce que là, évidemment, combinaison parfaite, encore une fois, les 3 virus respiratoires qui frappent en même temps, les salles d'urgence qui débordent. Il y a les services essentiels dans les urgences, mais comme c'est ralenti ailleurs dans toutes les autres fonctions des centres hospitaliers, il y a un effet domino qui fait en sorte que les urgences ne fonctionnent pas autant, et puis on se retrouve avec un cocktail parfait. Et j'ai
l'impression qu'on n'est pas très loin. Ce qu'on entend, pas très loin, encore une fois, d'une grave crise dans le réseau de la santé. Et c'est là où on va voir, là, parce qu'au cours des prochaines semaines, si tout ça continue, s'accélère et s'aggrave, c'est là où la question de fond va se poser pour le gouvernement Legault par rapport à la loi spéciale. Ce sont tous des réseaux fragiles, au fond. Je vais vous entendre. Hier, le Canada a appuyé une motion en faveur d'un cessez-le-feu immédiat lors d'un vote à l'Assemblée générale de l'ONU. Israël, les États-Unis qui font partie là, des 10 pays qui se sont opposés à la motion. Si l'appui international à Israël commence à fléchir, là, loin d'être sûr que ça va avoir un impact sur le gouvernement Netanyahou, Emmanuel. Non, c'est un gouvernement qui est prisonnier de sa propre logique, qui est prisonnier aussi, je dirais, des voix les plus extrémistes de la scène politique israélienne et qui est prisonnier d'une machine qu'il a mis en œuvre pendant des années à collaborer indirectement avec le Hamas. Alors, il n'y a pas de voie de sortie évidente, idéologique ou tactique pour le gouvernement Netanyahou en ce moment parce qu'il veut aussi sauver sa propre peau. C'est ça le problème. Ouais. Je pense que le seul pays, il y a une seule voie au monde qui peut arriver à faire fléchir Israël, c'est les Américains pour une raison très simple, c'est qu'Israël dépend des Américains pour assurer sa propre défense. Ouais. Le Canada se contentait de demander une trêve humanitaire jusqu'à maintenant. La communauté juive est sous le choc, craint une augmentation de l'antisémitisme. Et il y a de la grogne au sein même de son caucus. Là. On a entendu Anthony Housefather aujourd'hui, le député de Mont-Royal, qui est en colère. Là, on le voit à l'écran, là, Paul. Parce qu'en même temps, il faut comprendre, il y a la position élaborée par le gouvernement Trudeau hier et il y a aussi le vote favorable à la résolution de l'ONU. Parce que dans la position de M. Trudeau, il était aussi question, et tout ça était lié, la libération inconditionnelle et immédiate de tous les otages et que le Hamas aussi rende les armes. Donc, c'est ça qui a choqué, entre autres, le député Housefather. C'est pas le même contenu, si on veut, en ce qui a été dit à Ottawa et ce qui a été voté à New York. Mario, tu as reçu aujourd'hui le PDG de la RIO. On va s'en parler après la pause. 47 ans après les Jeux, là, le stade qui est à nouveau au cœur de l'actualité, des centaines de millions à y engloutir si on veut le sauver. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Restez avec nous. Autrement dit, Cube Radio. Alors, Alexandre, qu'est-ce que tu nous racontes aujourd'hui? Ben, on a des bonnes nouvelles pour les amateurs d'alcool dans le temps des fêtes qui n'aiment pas ça faire du compromis. Un nouveau produit? Ben, un nouveau produit, puis s'il y a bien une marque qui est reconnue là, pour être capable de faire comme ça, là, des stunts publicitaires, ben c'est bien la marque Doritos qui, là, vont sortir pour Noël juste à temps. Mais Doritos, c'est Pepsi. Ouais, c'est PepsiCo. Ouais, là, on pourrait rentrer longtemps là-dedans. PepsiCo, Frito-Lay qui possède tout est aussi... PepsiCo, là, dans les grignotines. Ouais, dans les grignotines et ailleurs, Mario, les compagnies agroalimentaires, quand on remonte la chaîne... Ils sont regroupés, oui. Ouais, ils sont pas mal regroupés, merci. Mais bon, voilà que Doritos sort un alcool à la saveur de Doritos. Une bonne bouteille de 42 %, Mario, dit-on, qu'on a utilisé là, en faisant un alcool filtré à basse température, en égrenant sous vide, en distillant sous vide des vrais Doritos pour créer cet alcool-là. Voyons. Je te le dis. Mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. C'est quoi la base? C'est une vodka? C'est quoi l'alcool lui-même? Eux disent que ça ne tombe pas dans les catégories traditionnelles de gin ou de whisky. C'est quelque chose entre les deux qui peut être utilisé, eux, proclament pour faire des margaritas, des Bloody Mary, un Old Fashion ou encore tout simplement sur glace. Mario, on the rocks, comme on dit. Alors, ça goûte le Doritos? Supposément. C'est parce qu'il y a des goûts qui sont bons, mettons, à grignoter, mais tu l'imagines dans une liqueur, dans un liquide, dans un alcool, puis tu te dis, écoute, c'est l'affaire que tu prends pour vomir à la fin de la soirée. Ben là, fromage nachos. Imagine prendre du 42 % à Noël avec grand-maman au fromage nachos. Moi, sincèrement, ça vient me chercher, mais c'est pas ni la première fois ni la dernière fois qu'on va avoir des saveurs d'alcool, Mario, qui ont aucun... Mais là, est-ce que ça va-tu être vraiment en vente? On va-tu avoir ça à SAQ? C'est sûr que c'est pas un stunt publicitaire que demain, ils vont dire que c'était pas vrai? Semble-t-il que dès ce mois-ci, là, à New York, en Californie, entre autres, là, ça va être disponible à la modique somme de 65 $ américains. Une bonne bouteille comme ça, de ce 42 %. C'est cher en plus d'être dégueulasse. Ouais, c'est cher en plus d'être dégueulasse. J'ai fait un petit palmarès quand même, Mario. Là. Dans les alcools, on peut trouver absolument de tout maintenant, mais quand même, certaines saveurs, moi, que je trouvais un peu plus inhabituelles, on va le dire comme ça. Tu sais, du whisky au chocolat, par exemple. Pas sûr, c'est le genre de choses que je prendrais. Après ça, il y a toutes les gammes là, de vodka, là, que ce soit au jalapeno, que ce soit au pickle, que ce soit à la crêpe au... Ouais, la crêpe au bleuet. La crêpe au bleuet, tu peux trouver ça. Beurre de pinot.
et confiture. Tu sais, peanut butter and jelly. Une saveur de vodka peanut butter jelly, ça existe, ça a déjà été fait. Bacon et vodka, vodka à gomme ballon, vodka à crème fouettée, vodka à guimauve. Écoute, il y a des saveurs, là, j'ai commencé à chercher, puis c'est vraiment, là... C'est sûr qu'il y a du monde qui prenne un coup, il faut qu'il laisse un bol pas loin, là. C'est sûr, là. Ouais, ça, c'est le genre de cas, Mario. En tout cas, si tu veux des bons Doritos à Noël... Pas trop à prendre. Hey, merci. Salut. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Il en a fait couler de l'encre, ce stade olympique, depuis les Jeux. Hein? Dernier épisode de la saga, là, on a fermé son enceinte, le cœur du stade, là, pour faire des travaux exploratoires. Il faudrait des centaines de millions pour remplacer le toit et l'anneau technique. Là, la presse parle de 750 millions de dollars. On a entendu la ministre Caroline Proulx aujourd'hui là, qui l'a dit, on ferme le stade si rien n'est fait pour remplacer le toit. Il y aurait apparemment 20 000 déchirures dans le toit actuel. Alors, Mario, tu as reçu donc le PDG de la RIO qui, au fond, dit quoi? Qu'il faut arrêter de patcher puis que le gouvernement va devoir prendre des décisions importantes. Là. Moi, j'aime bien Michel Labrec. Je trouve qu'ils nous donnent leur juste. C'est quelqu'un qui est passionné du stade, du parc olympique, qui s'en occupe bien, qui a une vision, qui est là avec de la durée, qui est devenu donc un vrai expert du stade, ce qu'on n'a peut-être pas eu si souvent dans l'histoire. Mais... Donc moi, c'est facile de faire de la démagogie, de dire qu'il faudrait faire exploser ça. Le stade, là, il se démolit pas, il se déconstruit pas. C'est du béton sous tension. Là, si tu essayais de le faire imploser, tout ça, tu vas lancer à 2 km à la ronde sur tous les bâtiments résidentiels des blocs de béton. Fait arrêtez de dire ça. On a un stade, on l'a construit, faut s'en occuper. Trois choses. C'est un argument béton, ça. Oui, non, mais enlever le toit, on n'a pas le choix. La toile actuelle, en passant, la toile actuelle, on a pris ce qu'il y avait de plus cheap, à déchirer la première année. Mais les gens de l'entretien ont fait le miracle. Elle va avoir fait sa vie utile. On l'avait acheté pour 25 ans cheap. Elle aura fait ses 25 ans. Miracle. Montons les marches de l'oratoire à genoux. Mais là, il faut l'enlever. C'est fini. Deuxième chose, le renforcement avec les changements climatiques, le renforcement de l'anneau, on n'a pas le choix. Ça aussi, question de solidité, normes du bâtiment, c'est des travaux qu'il faut faire. La décision à prendre, ce qui n'est pas obligatoire, la décision à prendre, c'est est-ce qu'on met un nouveau toit ou pas. On peut laisser le stade ouvert, il l'a déjà été, on pourrait laisser le stade ouvert. Labrec nous dit, là, le petit Joe qui arrive puis qui te dit, là, moi, j'aurais une toile moins chère, je pourrais te patenter ça. Ça, c'est fini. On a donné les 2 toiles. Non, 3 fois. Les 2 toiles qu'on a installées ont déchiré dans la première année. Là. Les 2 toiles qu'on a installées ont déchiré dans la première année. Là, on nous parle d'un toit pour 50 ans, garanti par le fabricant. On fait ça, on fait de la qualité ou on fait rien. Moi, je suis d'accord avec Michel Labrec là-dessus. Paul? Mario a tout un argumentaire. Qu'est-ce qu'on fait là? On a mis combien de milliards dans ce monument, qui est bien sûr qui est le symbole au niveau de l'architecture de la ville de Montréal. On le voit en avion, on le voit sur Terre, bien évidemment. Et Mario le souligne. Au fond, on a fait de l'économie de bout de chandelle avec l'infrastructure qui a coûté le plus cher de l'histoire du Québec. Donc, cette logique-là nous amène encore une fois à reprendre. Et moi, je dis souvent à la blague, malheureusement, tous les ministres qui se sont succédés, qui ont eu à prendre des décisions, ont dû se rétracter beaucoup plus souvent que le toit a pu se rétracter lui-même. Mais je le fais à la blague, mais en même temps, c'est ironique et c'est vrai. Y a-t-il une solution durable, définitive, une fois pour toutes? Non, mais la question à se poser, c'est est-ce que Montréal est né pour un petit pain? Pour un petit pain? Ben oui. Est-ce qu'on va là, on met un coup de compte quand alors, c'est correct. Si on décide que c'est ça, tant mieux. Mais si on décide que c'est ça, ben il n'y a plus de concerts de Taylor Swift. Il n'y a plus de ces grandes méga-productions qui débarquent. Ça prend un endroit où les faire, là. Et toutes les grandes métropoles du monde ont un immense stade dans ce genre-là. Alors, à un moment donné, on assume. Puis moi, je trouve ça plus rassurant d'entendre un PDG de la RIO qui nous dit « Faisons le bien, quitte à ce que ça coûte plus cher, plutôt que de botcher ça. » Puis la réalité, c'est que le gouvernement a quand même investi 12 milliards de dollars dans le quartier, dans le secteur dans les dernières années. C'est un projet de société, à un moment donné, profitons-en, puis allons au bout du potentiel. Bien. Alors, on va être pas mal d'accord, finalement. Alors, 1 milliard de plus, c'est sans compter le dépassement de coûts, mais on verra. Valérie Plante va mieux après ce deuxième malaise en quelques mois. On écoute un extrait.
ma santé va bien, j'ai vu mon médecin, donc il n'y a rien à signaler, là, tout va bien. Mais c'est vrai que je pense qu'on pourrait parler d'une fatigue. Ça a été un automne qui a été intense. On dit souvent la politique, c'est un métier ingrat. Hein? On oublie souvent tout ce que ça exige comme investissement de temps et d'énergie pour des gens qui ont vraiment là, à cœur le service public. Là. Un sport extrême, hein, disait Jean Charest. Et puis, il faut dire que Mme Plante y a goûté particulièrement cet automne. Mais ça fait quand même plusieurs élus municipaux, je sais pas si vous avez remarqué, depuis un an ou deux, qui sont souvent au front et qui sont les premières victimes là, de ce traitement horrible sur les médias sociaux qui souvent le ressentent personnellement. Mais moi, ça m'a toujours la même réflexion. Un joueur de soutien du Canadien de Montréal qui joue un match sur 2 et qui joue 2-3 minutes par match gagne 1 100 000 par année. Personne ne pose de questions. Et on va se poser des questions sur le salaire des élus qui gagnent. Le premier ministre du Québec gagne 250 000 par année. Donc, c'est le paradoxe en ce moment-là. Oui. Un dernier mot, Manuel? Bien, c'est énorme la pression qu'ils vivent. Puis la personne la mieux placée pour en témoigner, c'est notre collègue Mario, qui a été sous les feux dans ce presto-là pendant des années. Vrai. Moi, je pense que des fois, il faut juste se rappeler à quel point ces gens-là font un choix de carrière, mais que c'est extrêmement exigeant. Et Mario a l'air tellement heureux maintenant. Oui, ça lui manque pas, hein, Mario? J'étais jeune. C'était jeune et fou. C'est ça. Nous étions jeunes, nous pourtant, étions fous. Jeune et pourtant si sage. Merci infiniment. On se retrouve demain. Cube Radio. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information. Et merci d'avoir été des nôtres pour cette émission. Comme chaque jour, on vous résume ce qui s'est passé. On a des grosses journées d'actualité, même si on approche le temps des fêtes. Des fois, ça ralentit à cette étape-ci de l'année. Mais là, on en a plein les bras. Merci d'être là. On vous retrouve demain 15h30. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement